À toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour cette action symbolique. Merci à Mathilde. Pour ceux qui ne connaissent pas Mathilde Larère, donc Mathilde est historienne, spécialiste des révolutions et du 19e siècle donc, en particulier. Et donc nous avons invité Mathilde aujourd'hui pour nous parler de Louise Michel, de cette figure que j'ai un petit peu évoquée tout à l'heure, mais moi je ne suis pas une spécialiste de cette histoire-là, et donc je l'ai fait de façon assez profane, voilà, et c'est bien qu'aujourd'hui on ait quelqu'un qui nous en parle d'une manière beaucoup plus informée que je ne le suis. Je voudrais, moi, quand même introduire, en parlant un peu de Melun et de la raison pour laquelle nous avons fait ce choix. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de célébrer le féminisme contre l'oppression. C'est tout l'inverse des simagrées hypocrites auxquelles s'est livrée la vieille droite macroniste melunaise hier sur la place Saint-Jean. Elle a offert le café aux femmes, tandis que quelques heures plus tard, dans les rues de Paris, la police du président Macron, adoubée par notre maire Louis Vogel, réprimait les femmes qui manifestaient pour l'égalité réelle. Cette police, sa police, la police de Macron et du préfet l'allemand, usait une violence comparable à celle que les défenseurs d'un ordre qui interdisait aux femmes de voter employaient contre les suffragettes au début du XXe siècle. D'ailleurs, Mathilde l'a rappelé ce matin sur Twitter, c'était utile. Parce que le macronisme est sans aucun doute à Melun comme à la tête de l'État l'expression aboutie du mensonge et de la duplicité. Vogel, Millet et celles et ceux qui se sont mis à leur service, tournant pour certains leur veste ou leur caouet, avec l'agilité qui distingue si bien les laquais, ceux-là donc prétendent au féminisme. Eh bien, examinons la proposition. Sur 267 noms de rues à Melun, 5 portent des noms de femmes. 5 sur 267. 11 rues portent le nom d'un saint et aucune le nom d'une sainte. Et si on examine ces 5 noms, on remarque que Marie Curie est affublée du nom de son mari, Pierre, que la rue de la Reine Blanche, Blanche de Castille, reine de France, morte à Melun en 1252, et la rue de la Fontaine-la-Reine renvoient tout droit à un ancien régime où les femmes étaient exclues du pouvoir politique, du droit à l'héritage, ne pouvaient pas disposer d'elles-mêmes et restaient totalement dépendantes de la volonté des hommes, père, frère ou mari. Rosa Bonheur est la seule parmi ces noms à être connue pour son indépendance et sa ténacité, à affirmer son identité de femme, peintre animalière, à une époque où les femmes artistes devaient encore emprunter des noms d'hommes pour que leur talent soit reconnu. Installée à Thomery, à quelques kilomètres de Melun, où elle mourut en 1899, elle fut la première femme à obtenir une autorisation temporaire et renouvelable de travestissement pour pouvoir se vêtir d'un pantalon quand elle allait peindre dans les foires agricoles. Un bilan bien maigre, n'est-ce pas, pour cette famille politique qui gouverne la ville depuis 1945 et se prétend tout à coup préoccupée de l'égalité femmes-hommes. Le maire sortant lui-même, Louis Vogel, a donné le ton, en s'entourant quasi exclusivement d'hommes. Tous ses collaborateurs de cabinet sont des hommes. Son directeur général des services est un homme. Son directeur général des services adjoints est un homme. Et au conseil municipal, il apparaît systématiquement flanqué de ses 2 adjoints principaux, là encore 2 hommes. Mais le double discours n'effraie pas notre Macron local, qui se prétend également écologiste en détruisant la forêt et les champs de Melun, et maintenant féministe, en ignorant, jusqu'à ce que bien vivre à Melun s'en mêle, les demandes de soutien des associations qui, dans notre ville, œuvrent contre les violences faites aux femmes. Parce que les femmes demeurent dans notre pays une minorité sociologique, salaire inférieur, temps partiel contraint, contrat précaire, tâches domestiques assumées à 80% par elles, et que la violence s'abat encore trop souvent sur elles, comme nous l'avons vu cette nuit, dès qu'elles osent revendiquer pour elles-mêmes un autre avenir que celui que les hommes leur ont réservé, je m'engage, bien évidemment, si je suis élue maire de Melun, à faire de la lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes un enjeu essentiel de la politique municipale.
C'est la raison pour laquelle le programme que Bien Vivre à Melun présente à ces élections porte, entre autres, la création d'un bureau de lutte contre les discriminations et d'accompagnement des victimes. Ce bureau, en plus du soutien matériel que la municipalité apportera aux associations engagées sur ces questions, ce bureau orientera les victimes vers les institutions spécialisées et pourra, le cas échéant, les accompagner juridiquement. Les discriminations sont un frein dans l'accès au travail, au logement, aux loisirs, à l'espace public. Elles minent la confiance que nous pouvons avoir en nous-mêmes et blessent notre dignité. C'est pourquoi nous, Bien Vivre à Melun, les combattrons avec détermination. Ça marche. Non, ça marche pas. Si, ça marche. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, vous venez de débaptiser l'avenue Thiers pour la rebaptiser en Louise Michel, hein, ce qui évidemment a du sens. Donc déjà un homme remplacé par une femme, et comme Bénédicte le rappelait, le nombre de rues, de places, d'avenues qui portent le nom d'une femme est très faible dans l'espace public. Alors ça a l'air d'être encore plus faible à Melun qu'ailleurs, parce qu'à Paris c'est à peu près 10%, là ça a l'air d'être, on est à 2%. Par ailleurs, remplacer le bourreau de la commune par la passionnariat de la commune, évidemment, ça a du sens aussi. D'ailleurs, du sens que l'on a retrouvé à d'autres moments. Pour vous donner un exemple, le lycée Thiers, qui est un grand lycée public de Marseille, c'est auto-rebaptisé lycée Louise Michel au cœur du mouvement contre le bac Blanquer et les E3C. Donc les profs et les élèves mobilisés ont rebaptisé leur lycée. Donc voilà, ça a été pas... Chaque fois ils remettent l'affiche, à chaque fois on leur enlève, à chaque fois ils remettent l'affiche. C'est normal. Il y a eu pas mal d'actions féministes hier qui ont remplacé des avenues Thiers par des avenues ou des rues Louise Michel. Alors, avant de vous parler de Louise Michel, je vais quand même peut-être vous expliquer pourquoi vous vous retrouvez, pas de bol, avec une grosse avenue Thiers à la sortie de la gare. Sachant que vous n'êtes pas les seuls, c'est un nom de rue ou d'avenue qui est très présent dans le paysage urbain ou rural français. Qu'est-ce qui a pris aux gens de mettre partout des avenues ou des rues Thiers ? En fait, et peut-être ça vous fera un tout petit peu plus supporter de prendre cette avenue de temps en temps, ce n'est pas pour honorer le bourreau de la semaine sanglante. En fait, d'une certaine façon, quand Thiers passe l'arme à gauche, métaphoriquement, donc crève, il avait juste avant passé un peu l'arme à gauche, une gauche très relative mais néanmoins républicaine. Et c'est ce qui explique qu'on a parfois donné son nom. Je vais vous le faire rapide, mais en gros, on est en 1877 et c'est un moment de bras de fer parlementaire entre la droite cléricale, monarchiste, vous voyez, boum, et la gauche républicaine, qui peut être républicaine libérale ou républicaine plus radicale. Radicale à l'époque, ça veut dire démocratique et sociale. Et en fait, le 16 mai 1877, le président de la République, qui était un monarchiste, renvoie son premier ministre, président du Conseil, qui était un républicain anticlérical, qui s'appelait Jules Simon. Il le renvoie et il décide de nommer son propre premier ministre, clérical, monarchiste et bien conservateur. Il avait le droit, le régime n'était pas parlementaire. Et en fait, la Chambre va réagir, les républicains de la Chambre vont réagir en votant un ordre de défiance, en écrivant un texte très important. Résultat, MacMahon, dans un premier temps, suspend la Chambre, une espèce de 49-3++, quoi, puis il la dissout. Et dans ce bras de fer, entre d'un côté la République anticléricale et de l'autre les monarchistes cléricaux, il se trouve que Thiers a soutenu le camp de la République. Et donc, il a signé le manifeste, il a défendu, etc. Et là, paf, coronavirus de l'époque, il crève d'une atteinte pulmonaire. Donc il est mort auréolé de ce truc-là. Ce qui explique que lors de ses obsèques, 1 million de Parisiens sont allés rendre hommage au bourreau de la commune. Ça paraît dingue, mais c'était le cas. Tous les républicains, libéraux et même des anciens communards sont allés rendre hommage à Thiers quand il est mort. Et le Conseil de Paris, qui était plutôt radical, a même payé ses cercueils. Je dis ses cercueils parce que le mec, il est enterré dans 3 cercueils. Et c'était les riches à l'époque, ils se faisaient les poupées russes dans leur tombe.
Donc c'est pour ça, en fait, qu'après, tout un tas de conseils municipaux ont donné des noms de rue Thiers. Ce qui fait que si vous vous retrouvez avec une avenue Thiers, c'est en fait parce que le conseil municipal de Melun, dans les années 80, était un conseil municipal républicain. Ça paraît dingue, mais ça fait partie de tous ces paradoxes dont l'histoire recèle et qu'on a tendance à oublier, ce qui fait que maintenant, quand on voit Thiers, on pense évidemment au bourreau de la commune. Alors là, j'imagine, vous êtes dégoûtés puisque vous vous dites... On est venu l'entendre sur Louise Michel et ça fait 5 minutes qu'elle nous parle d'Adolphe Thiers. C'est quoi ce Beans? Alors je vais vous parler de Louise Michel, mais j'avais quand même envie de pas vous réconcilier avec votre avenue, mais vous allez bien obligé de la prendre de temps en temps, autant ne pas la prendre avec un haut le cœur. Donc Louise Michel, Clémence Louise Michel. Elle est née le 29 mai 1830, donc juste avant la Révolution de juillet de 1830 dans la Haute-Marne. Elle est institutrice. Et quand elle commence à vouloir exercer comme institutrice dans les écoles publiques, en fait, à cette époque, on est sous le Second Empire et on demande aux instituteurs de prêter un serment de fidélité à Napoléon III. Évidemment, Louise Michel ne veut pas prêter serment de fidélité à Napoléon III, par conséquent, elle est interdite d'enseigner dans les écoles publiques. Qu'importe, elle enseignera dans ce que l'on appelle les écoles libres, mais les écoles libres, à l'époque, c'est les écoles laïques, justement, puisque à ce moment-là, l'école était... pas complètement cléricale, mais pas mal dans les mains de l'Église. Donc elle enseigne dans des écoles libres, plutôt radicales, plutôt républicaines, à un public ouvrier souvent, d'abord dans la Haute-Marne, puis à Paris où elle s'installe en 1855. Elle va aussi ouvrir des cours du soir, et entre autres des cours du soir pour les ouvrières, parce qu'elle est soucieuse de l'éducation et de l'émancipation des femmes. À Paris, elle va fréquenter les milieux de la gauche la plus radicale, des blanquistes, des socialistes révolutionnaires. Elle rencontre Vallès. D'ailleurs, elle collabore au journal de Vallès. Elle rencontre Eugène Varlin, très grand... on peut dire que c'est un des pères du syndicalisme en France. Elle correspond avec Hugo. Elle utilise le pseudonyme d'Enjolras, donc un des héros de Hugo. Et à ce moment-là, c'est vraiment une blanquiste. Le cœur de Louise Michel, il bat pour la République démocratique et sociale, celle qu'on appelle la sociale avec un grand S, ou la belle et la rebelle, on disait de cette République. En 70, un républicain est tué par un membre de la famille de Bonaparte, c'est Victor Noir, un jeune journaliste. Sa mort et son enterrement, d'ailleurs, a failli devenir une émeute, mais c'est arrêté par les républicains les plus sages. Et c'est à partir de là que Louise Michel va dire qu'elle ne s'habille plus qu'en noir pour porter le deuil de Victor Noir, ce jeune républicain, journaliste républicain assassiné par un Bonaparte. À partir de l'hiver 70-71, Paris est sous le siège des Prussiens, isolé, affamé. Vous savez, c'est le moment où on bouffe les rats, les chats, les chiens et les éléphants du jardin des plantes. Elle se dévoue et elle va, avec d'autres femmes, mettre en place des cantines et des ambulances. Des tâches bien genrées, attribuées traditionnellement aux femmes, mais néanmoins nécessaires et dans lesquelles elle s'engage. Là où elle sort de cet ordre des sexes, si l'on peut dire, c'est le 22 janvier 1871, l'armistice va être signé, il y a une émeute pour protester contre ce défaitisme de l'Assemblée, c'est pas encore l'Assemblée, mais du gouvernement provisoire. Elle revêt un habit de garde nationale, ce qui est hyper choquant à l'époque. L'idée, une femme en pantalon et en plus en uniforme militaire, c'est très mal vu. Et se saisissant d'un fusil, elle fait feu sur l'hôtel de ville. Bon, l'émeute est réprimée. Le 18 mars 1871, le matin, alors que les troupes de Thiers sont venues récupérer les canons des Parisiens sur la butte Montmartre, sa sombre silhouette, puisque donc elle est en noir, vous le savez, se dresse contre ceux qui veulent saisir les canons de Paris. Elle va devenir, à partir de là, une personnalité de la commune. Alors on la retrouve dans ces tâches genrées, traditionnellement attribuées aux femmes et aussi pendant la commune, puisqu'elle est ambulancière, elle est cantinière à nouveau. Mais à nouveau, elle se distingue par le fait d'abord qu'elle anime des clubs de femmes, et puis elle se bat. C'est vraiment une femme qui s'est battue, les armes à la main. Elle se bat à Neuilly, elle se bat à Clamart, elle se bat à Issy, où arrivent et essaient d'avancer les troupes versaillaises. Elle se bat aussi pendant la semaine sanglante sur un certain nombre de barricades parisiennes, par exemple à la chaussée Clignancourt, dont plusieurs sources semblent attester qu'elle l'est tenue toute seule avec deux autres camarades de combat. Dans ses mémoires, elle écrit « Les balles faisaient le bruit des grêles, des orages d'été ». Parce que Louise Michel, on ne le sait pas, c'est aussi par ailleurs quelqu'un qui faisait beaucoup de poèmes, beaucoup de romans. Enfin,
Elle écrit très très bien, Louise Michel. C'est peu connu, mais il y a des textes d'une très grande poésie. Alors, que font les Versaillais? Ils n'arrivent pas à la choper, donc comme ils sont extrêmement courageux, ils vont choper sa mère. Donc, ils arrêtent sa mère hein, et ils font afficher partout dans Paris qu'ils ont la mère de Louise Michel. Résultat, Louise Michel se rend à la police hein, pour faire libérer sa mère hein, et donc se retrouve détenue avec les autres communards arrêtés au camp de Satory, qui est à côté de Versailles, où on commence à mettre en place les tribunaux militaires et les exécutions, le poteau de Satory, où on a passé par les armes ceux qui étaient condamnés à mort. Elle va comparaître devant les tribunaux militaires le 18 décembre 1871. Et très habilement, très classiquement aussi, elle va transformer ce procès en tribune pour la défense de la commune. Les juges essayaient de lui faire dire qu'elle avait rejoint la commune par amour pour Théophile Ferré. Oui, de fait, elle était amoureuse de Théophile Ferré, et alors, ça ne change pas grand-chose, mais à l'époque, on n'arrivait pas à envisager qu'une femme puisse avoir des idées politiques. Forcément, elle l'avait fait parce qu'elle était amoureuse. Et elle, droite, répond, la tête haute, « Je n'avais qu'une passion, la révolution. » Gueule des juges. Elle va terminer sa plaidoirie en apostrophant le conseil de guerre. Et je vais vous lire ce qu'elle dit parce que finalement, c'est mieux de faire parler Louise Michel que de parler à sa place. « Mais pourquoi me défendrais-je ? Je vous l'ai déclaré, je me refuse à le faire. Vous êtes des hommes et vous allez me juger. Vous êtes devant moi à visage découvert. Vous êtes des hommes et je ne suis qu'une femme et pourtant, je vous regarde en face. Je sais que tout ce que je pourrais dire ne changera rien à votre sentence. Donc un seul et dernier mot avant de m'asseoir. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution. Ce que je réclame de vous, c'est le champ de Satory où sont tombés nos frères. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'un peu de plomb, j'en réclame ma part. Moi aussi, si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Bon ben, ils ne l'ont pas tuée. Son sexe la sauve du peloton d'exécution et elle est condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Et comme elle l'avait dit au juge, elle ne cessera de crier vengeance. Sur le bateau qui l'emmène, et après en Nouvelle-Calédonie, elle rencontre Nathalie Lemel, qui est une autre très grande dame de la lutte féministe et de la lutte pour le droit des ouvrières. À son contact, elle va passer du blanquisme à l'anarchisme, ce qu'elle justifiera plus tard en ces termes, je la cite à nouveau. Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c'était bien la commune, qui était composée d'hommes d'intelligence, de courage et d'une incroyable honnêteté, et qui avait donné d'incontestables preuves de dévouement et d'énergie. Mais le pouvoir les annihila, ne leur laissant plus d'incapable volonté que pour le sacrifice. C'est que le pouvoir est maudit, et c'est pour ça que je suis anarchiste. Donc à ce moment-là, elle change. Comme le rappelait Bénédicte tout à l'heure, pendant les 7 années qu'elle passe en Nouvelle-Calédonie, elle va d'abord reprendre sa fonction d'institutrice, faire des cours aux enfants des colons et aussi instruire donc les Kanaks et prendre leur défense lors de leur révolte de 1878. Elle est une des rares d'ailleurs communardes et parmi les communards à prendre la défense des Kanaks, les autres n'étant peu préoccupés de ces questions qu'on dirait maintenant anticoloniales, le terme était moins présent à l'époque. Elle retourne à Paris le 9 novembre 1880, au moment de l'amnistie des communards. Elle est accueillie par une foule immense au cri de « Vive Louise Michel, vive la commune, à bas les assassins ». Et à partir de là, elle va reprendre une insatiable activité d'infatigable militante, donnant un nombre considérable de conférences, intervenant dans moult réunions publiques. C'est par exemple le 18 mars 1882, lors d'un meeting, que Louise Michel, qui voulait se dissocier des socialistes qui devenaient réformistes, parlementaires, qu'elle trouvait aussi autoritaires, se prononce pour l'adoption du drapeau noir. C'est elle qui fait passer le drapeau noir à l'anarchisme. Elle dira « Plus de drapeau rouge mouillé du sang de nos soldats ». Quand elle pense aux soldats, c'est aux fédérés de la commune, bien sûr. « J'arborerai le drapeau noir, portant le deuil de nos morts et de nos illusions ». Et le 9 mars 1883, alors qu'elle se porte à la tête d'une manifestation de ce que l'on appelait des sans-travail, on dirait maintenant des chômeurs, à un moment où le chômage était important, on est dans une crise économique importante, et que cette manifestation va entraîner le pillage de 3 boulangeries, elle sort un drapeau noir. Et à partir de là, le drapeau noir
rentre dans tout l'imaginaire révolutionnaire de la branche anarchiste. Alors après cette manifestation, la police la traque, elle est hyper bonne, elle échappe à la police pendant 3 semaines, ils la cherchent partout, ils la trouvent nulle part. Bon, finalement, elle se livre elle-même au préfet de police de Paris, le ridiculisant, parce qu'elle arrive en disant « Bon ben voilà, prenez-moi », alors que ça fait 3 semaines qu'ils la cherchent partout, ils ne la trouvent pas. Elle est condamnée, 6 ans de prison, mais elle est graciée, parce qu'en fait, elle pose presque plus de problèmes en prison avec tous ceux qui la soutiennent dehors. Et en fait, elle va passer son temps à faire des allers-retours casse-prison, sortie, casse-prison, sortie. Entre les deux, elle fait des meetings partout. D'ailleurs, lors d'un de ces meetings, quelqu'un lui tire dessus, elle se prend une balle dans la tête qu'elle va garder dans le crâne jusqu'à sa mort. Elle est à chaque fois condamnée sur le même chef d'accusation. Je cite le chef d'accusation. Provocation directe à des actions de crime et de délit par des discours proférés dans des réunions publiques. Je traduis, elle prêchait la grève, la lutte et la révolution et elle soutenait toutes les grèves de Casseville, elle le soutient par exemple. Elle meurt le 9 janvier 1905 à Marseille. Elle sera enterrée non pas à Marseille mais à Levallois-Perret, justement dans la même tombe que Théophile Ferré, ce qu'elle avait couché sur son testament. L'enterrement est massif, hein. La foule qui accompagne son corbillard des pauvres de la gare de Lyon à Levallois-Perret est énorme et dominée par les drapeaux noirs. Résultat, c'est assez cool parce que l'on a une pétroleuse enterrée chez les Balkany et même une station de métro chez les Balkany à son nom. Encore un de ces pieds de nez de l'histoire qui sont assez rigolos. C'était, comme on l'a rappelé, une véritable pionnière du féminisme. Je vous cite par exemple ce qu'elle écrit dans ses mémoires, le 2e tome de ses mémoires qu'elle publie en 1886. La citation est un peu longue, mais elle est tellement belle qu'elle mérite qu'on lui donne sa place. Donc voilà ce que dit Louise Michel. La question des femmes est surtout, à l'heure actuelle, inséparable de la question de l'humanité. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est toujours, comme le disait le vieux Molière, le potage de l'homme. Le sexe fort descend jusqu'à flatter l'autre en le qualifiant de beau sexe. Il y a fichtre longtemps que nous avons fait justice de cette force-là et nous sommes pas mal de révoltés, prenant tout simplement notre place à la lutte sans la demander. Pour ma part, camarades, je n'ai jamais voulu être le potage de l'homme et je m'en suis allé à travers la vie avec la vile multitude, sans donner d'esclaves au César. Elle parlait pas de Polanski, mais enfin, résultat, c'est drôle. Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise. Donc, Louise Michel, voilà, il y a aussi de très beaux textes pour la défense du droit des animaux, de très beaux textes contre pour l'abolition de la prostitution. Enfin, quand on va plonger dans Louise Michel, c'est d'une actualité assez dingue. J'ai fait pour la revue Regard une fausse interview de Louise Michel en posant des questions qu'on se pose maintenant et en prenant des extraits. En fait, tout ce qu'elle dit est d'une actualité absolument incroyable sur des thèmes très très variés, je vous dis, du droit des animaux à la prostitution, à plein de choses, c'est assez éclairant. Pour autant, et je terminerai là-dessus, Louise Michel, j'adore Louise Michel, mais le problème c'est que quelque part elle est l'exception qui confirme les règles d'invisibilisation des femmes dans l'espace public. Parce qu'en fait, on la connaît plus ou moins, Louise Michel. Vous avez peut-être appris des détails, mais dans l'ensemble, elle est connue. C'est vrai que ce qui est bien avec Louise Michel, c'est que c'est une des rares femmes que l'on connaît et qui d'ailleurs s'inscrit dans un espace public qui est plutôt écrit au masculin. Les rues, on l'a bien vu, c'est plutôt des hommes. C'est par ailleurs une militante, alors que souvent les noms de femmes que l'on donne aux rues, etc., alors soit c'est des reines, soit c'est des saintes, soit c'est des artistes, Rosa Bonheur, soit c'est des écrivaines, mais alors des femmes politiques, non, faut pas déconner quand même, hein. On va essayer de prendre des femmes qui ne rentrent pas dans le politique. Et les quelques femmes politiques que l'on connaît, en fait on se rend compte qu'il y a quelque chose, elles se ressemblent à peu près toutes. Sur la Révolution française par exemple, vous devez connaître Olympe de Gouges, mais Pauline Léon, Claire Lacombe, pas très connues. Pourtant quand on regarde, c'est vrai, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est un très très grand texte. Mais Olympe de Gouges, comme d'ailleurs Madame Roland, les deux seuls qui doivent être étudiés dans les programmes de primaire sur la Révolution française, pas de primaire, de première, et pas ni Pauline Léon ni Claire Lacombe, les deux, c'est des bourgeoises, des girondines,
des modérés qui ont été monarchistes. Alors que Pauline Léon et Claire Lacombe, c'est des radicales, des républicaines, des hébertistes et des femmes du peuple. L'une est chocolatière et l'autre est une femme du peuple aussi. Donc, bizarre comme invisibilisation. Quand on regarde les femmes du milieu du 19e siècle, alors on connaît George Sand, peut-être aussi, oui on connaît surtout George Sand, mais les autres vous les connaissez peut-être ou pas? En général pas. Claire Bazard, Claire Desmarres, Louise Crouzat, Suzanne Voilquin, Flora Tristan, un peu plus connue, Eugénie Niboyer, Désirée Véré, puis après Désirée Gay, Pauline Roland, Jeanne de Rouen. Alors elle, pas un nom de rue, pas un nom de station de métro, rien, que dalle. Or, quand on regarde, les 4 premières que je vous ai citées, c'est des Saint-Simoniennes actives, c'est des socialistes, engagés dans les combats pour les droits des femmes et des travailleurs. Flora Tristan, elle, c'est une femme de lettres, mais elle aussi, militante des causes féministes et socialistes. L'une des premières enquêteuses sociales, l'une à qui l'on doit d'ailleurs, c'est la première qui a dit la phrase ensuite reprise par Marx, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». C'est Flora Tristan, mais non, on préfère se rappeler que c'est Marx. Pionnière de l'association. Alors que Niboyer de Rouen, etc., elle se battait pour la République sociale, pour l'égalité politique homme-femme, pour le droit au travail des femmes. Jeanne de Rouen, c'est la première femme qui se présente à des élections alors que les femmes n'ont ni le droit de vote ni le droit d'être réélues. Pauline Roland aussi. Alors que bon, George Sand, ouais, c'est une républicaine, mais modérée, enfin, c'est de la République gentille, hein, George Sand. Donc voilà, pourtant c'est elle dont on se souvient, et pas les autres. Et ce qui est assez génial, c'est que finalement, c'est la seule qui est révolutionnaire, c'est la seule qui est radicale. Donc c'est l'exception dans les règles d'invisibilisation des femmes dans l'espace public. Le problème, c'est qu'elle souvent elle est utilisée pour oublier les autres femmes de la commune. Parce que c'est toujours Louise Michel, toujours. Mais pourquoi on ne donne pas des noms Nathalie Lemel, des rues Herminie Cadol, des rues André Léo, son vrai nom étant Léodile de Béra, des rues Elisabeth Mitrieff, des femmes qui se sont battues autant, parfois même plus que Louise Michel. C'est très bizarre pourquoi elle est là, elle. C'est un truc, moi, qui m'intéresse. Alors, il y a une thèse qui vient d'être soutenue là-dessus, donc il faut que j'aille la regarder. Mais on oublie toujours, on oublie toujours. Donc, il faut commencer par Louise Michel. En plus, ça fait la nicatière, c'est pas mal. Mais les autres, il va falloir se battre aussi. Et il va falloir se battre pour De Rouen, Boyer, Desmarres, Voilquin, Tristan, toutes, elles méritent en fait leur nom de rue. Ça nous fait une sacrée réserve pour déployer un autre imaginaire dans la ville. Voilà, on va tous pouvoir maintenant aller... Il y a peut-être des questions. Ah oui, pardon, excusez-moi. Un micro HF, on va faire circuler si vous avez des questions. Oui, alors je fais partie des Amis de la Commune de Paris. Donc Louise Michel, en effet, c'est quelqu'un qui est très très connu. Hein. Et c'est vrai qu'elle cache un peu toutes les autres femmes, et notamment les Amis de la Commune de Paris ont publié un livre où il y a 500 femmes, 500 communardes. Donc je vous invite à aller, il a été réédité l'année dernière, donc il faut en profiter. Voilà. Ensuite, pour détailler un peu Louise Michel, en effet, elle a été victime d'un attentat, hein, parce que donc, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et en plus, elle a défendu son quasi-assassin, elle l'a défendu lorsqu'il a été accusé et passé au tribunal. Donc, vous voyez, on l'appelle la Vierge Rouge, hein, c'était son surnom. Voilà. Donc, oui, il y a un square Louise Michel à Montmartre. Donc, bon, je vais faire une petite publicité sur les Amis de la Commune de Paris. On fait des visites guidées de Montmartre sur le thème de la Commune de Paris. Et on commence justement au square Louise Michel, en bas de Montmartre. On fait aussi le Père-Lachaise aussi, toujours sur le thème de la Commune de Paris. C'est vraiment très très intéressant, avec des chants de l'époque. Bon, savoir que l'Internationale a été écrite au mois de juin 1871. Hein, par Potier, donc, alors qu'il était caché dans les hauteurs de Paris. Hein, donc voilà,
Il y a Paul Minck aussi, qui a été enterré, enfin pas enterré, mais il était dans le... Paul Minck dans le... comment ça s'appelle, les petites boîtes, il y a... c'est le Père-Lachaise, le crématorium, merci, je ne saurais plus le nom. Voilà, donc, bon, Elisabeth Dmitriev, évidemment, aussi, hein, qui était une Russe, donc, qui a fait partie de la famille de Trump. Merci. D'autres remarques, questions? J'ai juste une question sur la postérité politique, enfin, d'inspiration de tout ce qu'elle a écrit, d'évoquer le droit des animaux, d'autres causes. Comment ça a pensé à infuser tout au long du XXe siècle? Est-ce que tu as des éléments, Mathilde, sur voilà, cette postérité intellectuelle, politique, idéologique de Louise Michel? Je dirais plus... Ça marche, hein. Je dirais plus qu'il y a une postérité de sa figure que de sa pensée, parce qu'en fait, alors c'est aussi dû aux publications. Ces mémoires qui sont 4 tomes, c'est surtout le premier et le deuxième qui ont été publiés assez vite. Les 2 autres ont fait leur publication. Il y a eu des formes de publication dans des journaux, mais c'est resté assez peu connu. Et d'ailleurs, ça a été publié il y a quelques années avec une bonne édition critique sur les idées de Louise Michel. Ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas dire que Louise Michel, elle va écrire plein de textes différents, c'est assez décousu. C'est pas un corpus, c'est pas du Rosa Luxembourg, c'est un corpus qui est cohérent, etc. Et on peut dire qu'il y a du luxembourgisme. En revanche, il n'y a pas l'équivalent pour les textes de Louise Michel. Par contre, ce qui marque, c'est sa figure, c'est tout le fait que le drapeau noir soit passé à l'anarchisme. Alors, il existait avant, hein, le drapeau noir qu'on trouve chez les Canuts, par exemple, à Lyon en 1831. Mais ce passage net du noir comme couleur de l'anarchisme, c'est elle en 83 et lors de l'émeute des boulangeries de mars. Donc c'est plus comme ça qu'elle va insuffler. Cela étant dit, là, vraiment, à la dernière manif de l'ESR, je discutais avec un pote qui m'a dit: il y a une nana qui vient de soutenir une thèse géniale sur la légende de Louise Michel et l'importance de Louise Michel au moment de son vivant et après. Donc en fait, j'ai hâte de la lire parce que pour l'instant, c'est surtout ça. C'est un personnage très important, très présent, très marquant. Et je ne dirais pas forcément que c'est dans les idées... En plus, Louise Michel, ces textes, il faut les redécouvrir. La Libertalia, on a republié il n'y a pas très longtemps. C'est très épars, il y en a un peu dans tous les sens. Il faut aller en chercher dans des sources, parfois même, il faut aller en chercher en Belgique. Enfin, c'est pas rassemblé, il n'y a pas d'énorme travail. Sur cette thèse, en fait, c'est moi qui vais l'éditer. C'est vrai? Aux éditions du Croquant. Ah mais oui, voilà, c'est ce que m'a dit Samuel. Et tu l'as toi aussi le manuscrit? J'ai le manuscrit. Tu me l'enverrais parce que Samuel il doit me l'envoyer, mais... Il faut qu'on le retravaille, mais c'est vrai qu'il est très conséquent et ça sera passionnant. Ça a l'air génial, ouais. Les éditions du Croquant, éditeur Seine-et-Marnais, dont je fais la pub de façon honteuse à l'instant, mais c'est bientôt. Merci Mathilde. Et il faut que des femmes posent des questions, là, ça fait 3 hommes. Ouais, je suis désolé. Est-ce qu'il y a une dame qui veut poser une question? Ouais, Mathilde, merci pour cette belle conférence et pour le lien qui est fait avec Melun. J'aurais juste une question. Qu'est-ce qui fait le ressort de la révolte de Louise Michel? Parce qu'on comprend bien, tu l'as exposé, qu'au départ elle est enseignante, même si c'est pas dans l'école, on va dire, officielle, mais quels sont les mécanismes qui prêtent au fait qu'elle se batte comme ça? Parce que c'est quand même un peu surprenant. Est-ce que c'est une histoire familiale ou est-ce que c'est les rencontres qu'elle a faites? Est-ce que tu aurais des éléments d'information sur le sujet? Merci. Non, je pense pas que ce soit vraiment familial. Non, c'est effectivement les rencontres, les lectures. C'est donc quelqu'un qui très vite lit tout un tas de textes émancipateurs, qui fait quand même sa formation politique au moment, sous l'Empire, en gros, fin de la République et l'Empire. Donc, quand même à des moments où se structure le mouvement ouvrier, où on a justement tout ce mouvement associatif qui a été assez oublié, la vitalité des coopératives et des associations ouvrières à Paris comme ailleurs dans les années 50-60. On pense aux Amis de l'Instruction, toutes les coopératives, la Bellevilloise, mais il y en a plein d'autres. Il y avait un mouvement d'une puissance qu'on retrouve dans la commune et aussi l'enfant,
Donc c'est là-dedans aussi qu'elle se forme. Donc ça vient plutôt de là. Bonjour, merci en tout cas, parce que moi je ne connaissais pas tout ça, Louise Michel. J'ai une question en fait sur l'émergence du mouvement syndical, puisque c'est, on va dire, ça va un petit peu de pair, et où il y a, à ma connaissance, aucune figure féminine qui... Enfin, oui, il n'y a aucune figure féminine. Or, on a beaucoup parlé de... Moi, je suis stéphanoise. Donc, en fait, le combat ouvrier dans les mines, donc il y a beaucoup de figures masculines dans l'environnement. Mais et comment ça se fait aussi que le combat des femmes, qui étaient sur des métiers qui étaient moins visibles, moins peut-être moins structurés, mais qui ont concouru, elles ont complètement disparu, finalement, de cette histoire-là aussi. Vous avez... si vous avez un avis ou des éléments, en tout cas. Je dirais même qu'à l'origine du syndicalisme, il y a une femme, c'est Jeanne Leroy, puisque celle qui écrit les statuts et qui porte ce qu'on appelle l'association des associations, qui est donc la première tentative d'union des associations fraternelles de travailleurs et de travailleuses en 1849, c'est Jeanne de Rouen. Alors, elle peut le faire aussi parce que le moment où elle prend la tête de ce mouvement, Proudhon, qui aurait été finalement la figure tutélaire qui défendait ça aussi, est en prison à ce moment-là, ce qui fait que ça laisse de la place à Jeanne de Rouen. Mais c'est elle qui rédige les statuts. En fait, ce qui est fou, c'est qu'elle est vraiment... Et le texte de l'association des associations, c'est vraiment très très beau. Là, pour celle qui en parle, les bouquins, c'est Michel Rio-Sarcé qui a fait... plusieurs livres à la fois. Il y en a un qui s'appelle Le procès de la liberté sur justement tout ce mouvement associatif, et puis un autre sur Désiré Gué, Niboyer et de Rouen. Elle a consacré donc elle a travaillé sur ces femmes. Et en fait, donc évidemment, ceux qui vont faire l'association des associations vont se faire arrêter par la Seconde République qui verse très clairement dans le conservatisme et la répression. Et en fait, dans le procès, celui qui va se prendre le plus de jours, de mois de prison, c'est un homme qui a aidé Jeanne de Rouen à rédiger les statuts, mais qui n'était pas moteur. Mais on n'envisageait tellement pas que ce puisse être une femme qui soit leader du truc, que c'est lui qui va être le plus chargé par la justice. Et après, on va oublier le nom de Jeanne de Rouen. Mais des femmes qui ont eu des rôles dans le mouvement ouvrier, alors on commence à en redécouvrir grâce à Michel Perrault, et puis après le film qui a été fait, on commence à connaître... ah zut, ça y est, j'ai un trou de mémoire. L'ouvrière de Visille, ah, aidez-moi, ça ne me dit rien. Zut, c'est affreux, ça vous fait ça des fois aussi, ouais, ça s'arrange pas avec l'âge, et avec la fatigue, je vous raconte même pas. Il y a aussi Pencalette, Joséphine Pencalette, la sardinière de Douarnenez, qui d'ailleurs est une des premières femmes élues dans un conseil municipal en 1925, je crois, alors que elles n'avaient pas le droit d'être élues et d'élire. Elles ont été sur des listes communistes. 9 femmes sont élues, dont Joséphine Pencalette. Et il faudra attendre 6 mois pour que le conseil, je ne sais plus si c'est le conseil d'État, mais casse l'élection au motif que comme elles n'avaient pas le droit de vote, elles ne pouvaient pas siéger. Mais elles ont siégé. Ces femmes, ces premières femmes conseillères municipales avant le droit de vote des femmes, pour ça elles sont intéressantes. Oh, que ça m'énerve de parler. Lucie Beau, voilà ça. ouvrière. Et puis il y a toutes les femmes aussi de Limoges, les femmes de la grève de Limoges en 1906. Donc il y en a. Pourquoi on les oublie? Parce que tous les processus d'écriture de l'histoire, d'abord, sont faits au masculin, sur des sources qui sont très masculines et qui contribuent à invisibiliser les luttes des femmes. Et que le mouvement ouvrier, quand même, il faut admettre qu'il a été, et qu'il reste d'ailleurs pour partie, assez masculiniste et machiste, et que les femmes ont mis du temps avant d'être reconnues comme des actrices entières du mouvement ouvrier. Donc c'est un processus d'invisibilisation. Par ailleurs, il est vrai qu'elles étaient moins syndiquées, qu'elles étaient souvent elles étaient moins actives. Déjà, il faut voir qu'une femme, jusqu'à 1938, pour se syndiquer, devait avoir l'autorisation de son mari à cause du code civil napoléonien. Donc bon, ça aidait pas trop, ce qui fait que quand on les regarde toutes, Lucie Beau, Pencalette, etc., sont des veuves.
en fait, la plupart des femmes qui arrivaient à avoir un rôle politique, syndical, c'est des veuves, hein, parce que mariées, c'était beaucoup plus difficile. La répression était plus forte sur les femmes, donc elles avaient plus de mal à... Et puis, je sais pas, quand on regarde les décisions et les motions votées aux différents congrès de la CGT ou des mouvements ouvriers, alors de temps en temps, par exemple au congrès du mouvement ouvrier de 1879 à Marseille, il y a une motion sur l'égalité homme-femme et sur le droit de vote des femmes, mais peu après, 95, la motion c'est la place des femmes est au foyer. Donc c'est sûr, ça donne moyen envie de se syndiquer quand on est une ouvrière qui considère que non, sa place n'est pas au foyer, sa place est dans l'usine, mais payée aussi bien que les hommes, quoi. Bonjour, alors il faut appuyer sur un machin, non c'est bon. Oui, pour rebondir justement sur ce que tu disais, moi ma mère, j'ai toujours, quand elle recevait son courrier quand j'étais petite, c'était Madame Gérard Prime, voilà, donc ça a continué encore longtemps. Moi justement pour prolonger tout ça, je me demandais qu'est-ce que les historiens peuvent faire maintenant pour faire évoluer la connaissance des femmes dans l'histoire, là je parle de toutes les femmes de l'histoire, et qu'est-ce que l'éducation aussi peut faire? Est-ce qu'il y a des mouvements au sein de l'éducation nationale, au sein des universités pour que ces choses-là évoluent? Alors les historiennes d'abord, puis les historiens, parce que c'est d'abord des femmes qui ont fait l'histoire des femmes, ça fait depuis les années 70 qu'elles essaient de faire quelque chose en faisant d'abord donc de l'histoire des femmes, et puis depuis les années 90-2000, ce qu'on appelle de l'histoire du genre, qui en fait interroge pas seulement l'histoire des femmes de façon séparatiste, mais l'histoire des relations hommes-femmes, et donc des dominations et des résistances aux dominations hommes-femmes. Donc des travaux, il y en a vraiment beaucoup. Ça conduit de fait à faire pour les Amis de la Commune faire des livres sur les communards, le Métron aussi, hein, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, qui est un dictionnaire très utile, a fait de plus en plus de place aux femmes. Donc ça infuse, en tout cas on le voit en termes de publication, il y en a quand même de plus en plus. À l'école, petit à petit, on s'est mis à faire un peu plus de place aussi aux femmes, même si le problème, et problème qui revient d'ailleurs dans les dernières moutures des programmes, contre lequel je suis vent debout avec certains de mes collègues, le problème c'est que c'est souvent... Alors on sort le manuel, maintenant on fait gaffe, sur la couverture du manuel on met une femme, bon, comme ça c'est bon, on est content, et puis à l'intérieur on va mettre un paragraphe femme ou une double page femme. Et les femmes, en fait, elles sont dans les points de passage. Enfin, c'est toujours. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment réfléchir, et il y a beaucoup de chercheurs qui réfléchissent là-dessus, à la manière de faire une histoire qui soit plus inclusive. Et c'est pour ça que quand on dit les ouvriers ont fait grève, c'est pas la même chose que si on dit les ouvriers et les ouvrières ont fait grève. Et si dans les chapitres sur, je sais pas moi, la vie économico-sociale, la vie politique, etc. Si on met à l'intérieur tout le temps, en permanence, si on se pose en permanence la question des femmes, de leur inclusion, de leur exclusion, mais en tout cas on les met dedans, et pas je vous parle des hommes pendant 30 pages, mais soyez contents, j'ai fait une double page femme après, donc c'est bon, il y a un équilibre, c'est là qu'on arrivera à faire rentrer. Moi, je sais qu'à la fac, alors à la fac, on fait ce qu'on veut après. Hein, à la fac, il y a très peu de chaires d'histoire des femmes en France. Il y en a une à Angers, il y en a une à Rennes, il y en a une. Il y a des masters genre à l'EHESS, il y en a un qui a ouvert à Paris, mais c'est très très peu. Hein. Mais on peut faire des cours d'histoire des femmes. Moi, je fais à la fac des cours d'histoire des femmes. Et en fait, c'est ce que je dis aux étudiants. Je leur fais d'abord un cours vraiment d'histoire des femmes et du genre. Et en fait, après, quand ils ont un cours où ils se rendent compte que les femmes ne sont pas présentes, ça leur saute aux yeux, parce qu'ils ont eu 12 semaines que d'histoire des femmes. Et donc petit à petit, ils ont le réflexe de se dire, oui mais les femmes alors? Et les femmes c'était comment? Et en fait, c'est comme ça qu'on fait un petit peu évoluer les choses. Là pour le secondaire, franchement l'association Mnémosine, qui est une association d'historiennes et d'historiens du genre et des femmes, l'association Aggiornamento, qui est une association aussi de professeurs d'histoire géo, mais qui défendent une histoire et un enseignement émancipateur de l'histoire. On a vraiment protesté contre la façon dont les femmes étaient à nouveau traitées de façon séparatiste dans les programmes,
mais ça n'a rien changé. On avait demandé que rien que dans les titres, au moins, ils fassent de temps en temps l'effort de mettre et les ouvrières ou et les paysannes, etc. Mais ça a été traité par le mépris, alors qu'en fait, ça change beaucoup. Et d'ailleurs, ça répond à la question tout à l'heure, pourquoi souvent on oublie les femmes? C'est aussi que quand, j'en discutais avec une collègue qui travaille sur les luttes syndicales des femmes dans les années 50, 60, 70, elle dit c'est terrible sur les tracts en fait, il y a toujours les tracts qui sont au masculin, ce masculin neutre, mais résultat, elle ne sait pas s'il y avait des femmes ou pas. Et donc c'est en allant chercher, enfin en faisant des enquêtes orales ou en allant chercher d'autres sources, qu'elle se rend compte qu'en fait, la moitié de celles qui étaient de l'usine, c'était des femmes, et elles étaient toujours élevées. Mais c'est toujours ouvrier, gna gna gna, ou... et donc, dans les sources, par cette règle du masculin soi-disant neutre, elles disparaissent, hein, et c'est donc plus difficile aussi de les retrouver. Tous les historiens des femmes savent que... Enfin, les historiens des femmes savent que les sources pour trouver les femmes, c'est pas évident. Alors, on les trouve dans les sources judiciaires, policières... On les trouve parfois dans ce qu'elles ont pu laisser, mais les sources, les archives de femmes sont moins nombreuses. C'est pour ça qu'il y a souvent des appels à constituer des archives de femmes. Les archives municipales, départementales lancent régulièrement des appels pour que les femmes déposent leurs archives, parce que longtemps elles ont cru que c'était pas important, alors qu'en fait on retrouve des véritables trésors dans les archives des femmes. Et c'est vrai que c'est plus difficile, ça c'est clair. Hein. Juste, nous, on s'est d'ailleurs beaucoup... Enfin, pour nous, c'était une évidence qu'il fallait à la fois féminiser tout ce qu'on a produit pour la campagne électorale, mais aussi prendre soin tout au long du programme, qui est un programme quand même assez conséquent, il fait 45 pages, prendre soin systématiquement de citer les femmes et de faire apparaître les femmes. Mais c'est vrai qu'on se heurte à une résistance parfois du public assez étonnante. Et là, on mesure combien, finalement, l'utilisation de la langue est un des instruments de la domination patriarcale, et combien aussi le rôle l'importance de notre engagement, enfin, le sens de notre engagement, plutôt, c'est aussi de rendre à ces femmes la place qu'elles devraient avoir dans l'espace public et dans l'espace politique. Et là, c'est pas seulement que c'est une femme qui est tête de liste, mais c'est aussi un engagement profond de tous les gens qui ont constitué Bien Vivre à Melun, au cœur vibrant duquel, d'ailleurs, sont des femmes. Et ça, c'est important de le noter. Voilà. Il y avait aussi le jeune homme qui est là, qui voulait poser une question. J'allais renoncer à y poser, c'est un petit peu la question bateau, mais ça rejoint un petit peu la dernière intervention. C'était juste une question pour parce que je suis fan des threads Twitter, mais souvent je reste sur ma faim. C'était pour avoir peut-être des références bibliographiques pour s'intéresser à cette époque-là, à ces femmes oubliées, parce que voilà, ça m'intéresse quand même assez. Sur les femmes oubliées de la commune du 19e siècle? Oui, mais sur le mouvement, aussi sur le mouvement révolutionnaire, enfin, un petit peu ce que vous pourriez recommander à vos étudiants aussi quand vous leur faites ces cours-là, quand vous leur donnez ces cours, quel genre de référence bibliographique En fait, la difficulté, c'est que soit il y a des ouvrages précis sur un mouvement social particulier, des femmes dans un mouvement social particulier, donc la Commune, ou 1830, ou 48 avec le Rio Sarcé, soit il y a des manuels très généraux en histoire des femmes, et ça, il y en a des très bons. Comment elle s'appelle, Biard, il est très bien. Ça c'est les manuels du supérieur, mais il y en a de très très bonne qualité. Qui là reprennent tout le fil. En fait, la difficulté, souvent, quand on demande des références bibliographiques, c'est que soit c'est des ouvrages universitaires, scientifiques, donc précis, et c'est pas forcément ce que veulent les gens, parce que c'est vraiment très très précis, etc. Soit c'est plutôt des manuels, mais c'est trop généraux, parce qu'on va avoir dedans tout un tas d'éléments plus vastes. Il n'y a rien qui existe, qui correspond exactement à ça. Après, il commence à y avoir de plus en plus d'ouvrages sur les femmes oubliées. Par exemple, le collectif Georgette Sand, qui a fait sortir Ni Vue Ni Connue,
qui essaie de ressortir des figures de femmes oubliées, alors pas seulement dans la politique, aussi dans la science, etc. Et vraiment, le Ni vu ni connu, c'est un très très chouette bouquin qui vient de passer en poche. Là, on trouve plein de choses dedans. C'est vraiment un super travail d'un collectif de femmes. C'est chouette. Il y a plein de petites pépites comme ça. Mais j'ai pas d'idée. Alors peut-être c'est parce que là je vois pas, mais j'ai pas d'idée de livre évident. Je vais en faire un pour l'année prochaine sur les luttes des femmes et sur les femmes en lutte. Je dis pas que ça sera celui-là, mais je vais essayer de rassembler un petit peu parce que de fait il y en a pas non plus des tonnes, quoi. Après, si c'est pour un usage en tant que prof, Mnemosyne et Belin ont fait sortir un manuel très utile pour aider les profs à réinsérer les femmes dans leurs cours. Alors, je ne sais plus, c'est donc Belin Mnemosyne, je ne sais plus, mais c'est un... Et comme c'est à usage des profs, il y a plein de documents, Ça, c'est vraiment très très pratique pour les enseignants. Après, il y a de tout dedans parce que ça colle au programme. Donc, alors c'était les programmes d'avant. Donc, par exemple, il y a les femmes dans l'immigration irlandaise quand l'immigration irlandaise était au programme. Je crois que c'était au début du programme de terminale. Donc voilà. Mais ça permettait, c'était un bon exemple de comment, sur tous les points du programme, on peut faire une histoire plus inclusive et qu'est-ce qu'on peut rajouter pour avoir des documents sur les femmes, d'avoir des éléments et pour enrichir son cours de ces éléments. Alors, c'est plus le nouveau programme. Il faudrait qu'ils le refassent sur les nouveaux programmes. Je ne sais pas s'ils l'ont prévu, mais comme il y a des choses qui se recoupent, c'est aussi utilisé. Excusez-moi, je reprends la parole parce que j'ai fait un lapsus révélateur tout à l'heure, et vous aussi d'ailleurs, du coup, c'est pas les amis de la Commune de Paris, c'est les amis IES et les amis de la Commune de Paris. C'est-à-dire que ça a été rebaptisé il y a quelques années en mettant le féminin devant. Donc voilà, donc c'est un lapsus révélateur de ma part aussi. Autre chose, donc, sur Louise Michel, je reviens quand même parce que c'est sa question derrière qui m'a rappelé ça. C'était quand même une fille bâtarde, dans le nom, puisque elle est fille d'un châtelain et de Sabonne. Les amours ancillaires. Voilà. Et elle a été élevée par les grands-parents de paternelle. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même, enfin, sa naissance et sa jeunesse, quand même, c'est aussi ça qui est, je pense qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue après. Voilà. Et puis Georges Sand. Alors Georges Sand était anti-communarde, mais de façon terrible. Donc c'était vraiment, je dois quand même, il faut quand même dire les choses sur cette personne-là. Voilà. Les femmes n'ont pas toujours participé à l'histoire de leur émancipation. Parfois, elles ont été aussi conservatrices. Je ne sais pas s'il reste une question, sinon on va conclure. Et d'une certaine façon, la dernière intervention de Mathilde permet de dire que dans tous les domaines, alors aujourd'hui on a parlé essentiellement de la figure de cette femme révolutionnaire qui a défendu les ouvriers à un moment où la révolution industrielle bat son plein et où la figure de l'ouvrier devient une des figures emblématiques de l'oppression et de la domination. Mais les femmes ont pris part à toutes les révolutions. Dans mon panthéon à moi, il y a quelques esclaves, par exemple, femmes qui se sont battues contre l'esclavage. On a parlé aussi du rôle que Louise Michel avait joué dans l'anticolonialisme. Il y a aussi beaucoup de femmes qui se sont battues contre la colonisation. On oublie par exemple souvent que Aimé Césaire avait une femme qui s'appelait Suzanne Césaire et qu'elle a écrit des textes magnifiques. Voilà, donc à tous les moments et pour une raison évidente, c'est-à-dire que les femmes sont la plus grande des minorités opprimées, et ce partout dans le monde et sous toutes les latitudes, et donc elles ont l'expérience de la domination et évidemment elles sont souvent aussi celles qui se mobilisent contre elles partout et dans toutes les situations. Et voilà. Merci beaucoup Mathilde d'être venue jusqu'à nous. Et vive Louise Michel. J'appuie sur ça.